Studio Minuit présente les 5 premières minutes. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Madame Bovary est un roman réaliste de Gustave Flaubert paru en 1857. Il s'agit d'une œuvre majeure de la littérature française et mondiale. L'histoire est celle de l'épouse d'un médecin de province, Emma Bovary, qui a des relations adultères et vit au-dessus de ses moyens. Emma Bovary cherche à éviter l'ennui, la banalité et la médiocrité de la vie provinciale telle qu'elle l'aperçoit. Dès sa parution, le roman fut attaqué par les procureurs du Second Empire pour immoralité et obscénité. Le procès de Flaubert, commencé en janvier 1857, rendit l'histoire immensément célèbre. Après l'acquittement de l'auteur, le roman fut publié et a été immédiatement un grand succès. Nous étions à l'étude, quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études. « Monsieur Roger » lui dit-il à demi-voix. « Voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands. On l'appelle son âge. » Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une 15aine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droits sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir, par la fente des parements, des poignets rouges, habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre, très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude. Et à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre. Mais, soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre, ou qu'il n'eût pas osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses 2 genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleine, elle commençait par 3 boudins circulaires, puis s'alternait, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve. La visière brillait. « Levez-vous » dit le professeur. Il se leva, sa casquette tomba, toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous de votre casque » dit le professeur, qui était un homme d'esprit. Il eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous » reprit le professeur, « et dites-moi votre nom. » Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible. « Répétez » Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plus haut » cria le maître. « Plus haut »
Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot « Charbovary ». Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo, avec des éclats de voix aigus. On hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait « Charbovary! Charbovary !» Puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand-peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où salissait encore ça et là, comme un pétard mal éteint, quelques rires étouffés. Cependant, sous la pluie des pensums, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe, et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chaire. Il se mit en mouvement, mais avant de partir, hésita. « Que cherchez-vous » demanda le professeur. Fit timidement le nouveau, promenant autour de lui des regards inquiets. « 500 vers à toute la classe !» exclamait d'une voix furieuse, arrêta comme le Cosségo une bourrasque nouvelle. « Restez donc tranquille !» continuait le professeur indigné, et s'essuyant le front avec son mouchoir qu'il venait de prendre dans sa toque. « Quant à vous, le nouveau, vous me copierez 20 fois le verbe ridiculus sum. » Puis, d'une voix plus douce, « Et vous la retrouverez, votre casquette. On ne vous l'a pas volée. » Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons, et le nouveau resta pendant 2 heures dans une tenue exemplaire, quoiqu'il y eût bien de temps à autre quelques boulettes de papier lancées d'un bec de plume qui vint s'éclabousser sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main et demeurait immobile, les yeux baissés. Le soir, à l'étude, il tira ses bouts de manche de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. Grâce sans doute à cette bonne volonté dont il fit preuve, il dut de ne pas descendre dans la classe inférieure, car il savait passablement ses règles, il n'avait guère d'élégance dans les tournures. C'était le curé de son village qui lui avait commencé le latin, ses parents, par économie, ne l'ayant envoyé au collège que le plus tard possible. Studio Minuit vous a présenté les 5 premières minutes. Vous avez aimé notre podcast ? N'hésitez pas à le noter et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.